L'histoire commence par une illusion, une éblouissante illusion de lumière, de soi et d'éternité. Nous sommes le dimanche de Pâques, le 27 mars 1785. À Versailles, le cœur de la monarchie bat encore, avec une puissance qui semble inébranlable. Dans les chambres capitonnées du palais, un enfant vient au monde. Il s'appelle Louis-Charles. Il est beau, vigoureux, plein de vie. On l'appelle le duc de Normandie, mais sa mère, Marie-Antoinette, lui donne un surnom bien plus tendre, son chou d'amour. À cet instant précis, personne ne peut imaginer que ce bébé, bercé dans des draps de batiste et entouré par l'aristocratie la plus raffinée d'Europe, est né pour mourir seul, dans l'obscurité la plus totale. Pour l'heure, son monde n'est que dorures et jardins. Versailles est un théâtre, une mécanique de précision faite de miroirs, de révérences et de parfums capiteux, conçue pour masquer la réalité d'un monde en mutation. L'enfant grandit dans cette bulle de verre. Il court dans les allées du Trianon. Il joue avec des serrures comme son père, le roi Louis XVI, et il ignore que chaque rire, chaque pas insouciant le rapproche du gouffre. Le destin frappe une première fois, non pas avec la violence d'une arme, mais avec la froideur de la maladie. Son frère aîné meurt. À 4 ans, Louis-Charles n'est plus le cadet insouciant. Il devient le dauphin, l'héritier, le futur roi de France. Un titre trop lourd, trop vaste pour des épaules si frêles. Il hérite d'un royaume qui est déjà en train de s'effondrer sous ses pieds. Car au-delà des grilles dorées, le tonnerre gronde. Nous sommes en 1789. Le peuple a faim, le peuple a froid, et la colère monte comme une marée noire vers les fenêtres illuminées du château. L'enfant ne comprend pas. Pourquoi ces cris au loin? Pourquoi ces visages inquiets autour de lui? L'insouciance de l'enfance se brise une nuit d'octobre, lorsque la foule, armée de piques et de haine, force les portes de son paradis. C'est la fin du rêve. La famille royale est arrachée à Versailles. Ils ne reverront plus jamais les jardins, les fontaines, ni la splendeur de leur vie passée. Le voyage vers Paris est une longue procession funèbre. Le carrosse royal fend une mère humaine qui hurle des insultes. L'enfant, blotti contre sa mère, regarde par la vitre. Il voit la violence brute, la saleté, la rage. Le velours du berceau est remplacé par la poussière de la route. Paris n'est pas un refuge, c'est un piège. Installés aux Tuileries, ils vivent 3 années de sursis. Une agonie lente, sous surveillance constante. L'enfant grandit vite, trop vite. Il apprend à dissimuler ses peurs, à sourire aux gardes qui les espionnent, à lire l'angoisse dans les yeux cernés de son père. Mais le véritable cauchemar commence en août 1792. La monarchie tombe. Le roi n'est plus roi. La famille est transférée au Temple. Le Temple. Ce nom résonnera à jamais comme une malédiction dans l'histoire de France. C'est une sinistre tour médiévale, un donjon sombre, humide, entouré de murs épais qui bloquent le soleil. Ici, le temps s'arrête. L'espace se réduit. L'horizon se limite à des pierres froides et des barreaux de fer. L'enfant a 7 ans. Il passe de l'immensité de Versailles à l'étroitesse d'une cellule. Pourtant, dans cette prison, il y a encore de l'amour. La famille est réunie. Ils dînent ensemble, ils prient ensemble. Le père, Louis XVI, devient le précepteur de son fils. Il lui enseigne le latin, la géographie, l'histoire. Il tente de préserver une étincelle de normalité dans cet enfer de pierre. Il prépare son fils à régner, sans savoir qu'il ne régnera que sur des ombres. Mais la Révolution a besoin de sang pour sceller son pacte avec l'histoire. Le procès du roi est expéditif. Le verdict est sans appel. La mort. Le 20 janvier 1793, c'est l'heure des adieux. Une scène d'une cruauté absolue. Le père serre son fils contre lui fait promettre de ne jamais chercher à venger sa mort. L'enfant pleure, il hurle, il s'accroche aux jambes de ce géant qu'on va abattre. On doit l'arracher de force.
La porte se referme. C'est la dernière fois que Louis-Charles voit son père. Le lendemain matin, le 21 janvier, un silence de plomb pèse sur Paris, brisé seulement par le roulement sinistre des tambours. Au temple, l'enfant attend. Il entend le bruit lointain de la foule, puis, soudain, le grondement du canon. C'est fini. La lame est tombée. À cet instant précis, dans la pénombre de la tour, une chose étrange et terrible se produit. Marie-Antoinette, brisée par le chagrin, se lève. Elle se tourne vers son fils, s'incline profondément devant lui et l'appelle « Votre Majesté ». Le roi est mort. Vive le roi. Louis-Charles, 7 ans, prisonnier, orphelin de père, devient Louis XVII. Il est le souverain légitime pour toutes les cours d'Europe, pour les armées royalistes qui se soulèvent en Vendée, pour les exilés qui complotent aux frontières. Il est l'espoir de la monarchie et la menace ultime pour la République naissante. Il ne le sait pas encore, mais son titre est sa condamnation. Il n'est plus un enfant, il est un symbole. Et pour que la République vive, ce symbole doit être anéanti. Non pas tué publiquement comme son père, on ne guillotine pas un enfant de 7 ans, mais effacé, détruit de l'intérieur. Dans les couloirs du pouvoir révolutionnaire, une décision monstrueuse est prise. On ne touchera pas à son corps, pas tout de suite. On va s'attaquer à son âme. On va prendre le fils du roi et on va le transformer. Pour cela, il faut le séparer de la seule protection qui lui reste, sa mère. La porte de la cellule s'ouvre à nouveau, et cette fois, ce n'est pas pour apporter de la nourriture. Des hommes entrent, ils ont des ordres. L'enfant recule vers le fond de la pièce, terrifié, car il aperçoit derrière eux l'ombre d'un homme au visage brutal, un homme qui n'est pas là pour l'éduquer, mais pour le dresser. Le 3 juillet 1793, au cœur de la nuit, la barbarie prend un nouveau visage. Elle n'a plus l'aspect d'un tribunal ou d'une guillotine, mais celui d'un enlèvement légal. Lorsque les commissaires de la Convention entrent dans la chambre de Marie-Antoinette, l'ordre qu'ils portent est plus tranchant qu'une lame. Il faut séparer le fils de la mère. Ce qui suit est une scène d'une violence inouïe, rarement décrite dans les livres d'histoire. La reine de France se transforme en louve. Elle s'interpose, elle hurle, elle protège son petit de son propre corps. Pendant 1 heure entière, elle lutte physiquement contre les hommes venus lui arracher sa raison de vivre. Elle refuse de lâcher prise, s'accrochant au cadre du lit, aux vêtements de l'enfant, jusqu'à l'épuisement total. Il faut que les gardes menacent de tuer sa fille, Madame Royale, pour que Marie-Antoinette, vaincue, cède enfin. Elle habille son fils lentement, chaque geste étant un adieu, avant de le livrer au bourreau. L'enfant est emporté en larmes. La porte claque. Le lien sacré est rompu. Louis-Charles ne va pas bien loin. Il descend simplement d'un étage. Mais en réalité, il vient de changer d'univers. Il quitte le giron maternel pour entrer dans l'antichambre de la folie. Son nouveau maître l'attend. Il s'appelle Antoine Simon. C'est un cordonnier, un jacobin fanatique, un homme du peuple aux manières rudes et à l'esprit étroit. La Convention lui a confié une mission unique, une expérience psychologique terrifiante, transformer le sang bleu en sang rouge. On ne lui demande pas de tuer l'enfant, ni même de le négliger. On lui demande de le rééduquer, de tuer le roi en lui pour ne laisser que le citoyen, ou plutôt de briser l'enfant pour en faire une bête de foire révolutionnaire. L'éducation du loup commence. C'est une démolition méthodique, jour après jour, heure après heure. L'enfant de Versailles, élevé dans le culte de la politesse et de la piété, est plongé dans un bain d'ordures. Simon et sa femme s'installent dans la tour avec lui. L'air se sature de fumée de pipe, d'odeur de vinasse et de graillon. La méthode de Simon est brutale et perverse. Pour faire de Louis-Charles un bon patriote, il faut d'abord l'avilir. On force l'enfant de 8 ans à boire de l'eau de vie.
L'alcool brûle sa gorge, embrume son esprit, le fait vaciller. Ivre, l'enfant devient le jouet de ses gardiens. On rit de lui, on le bouscule, on lui apprend à jurer. Chaque « Dieu vous garde » est remplacé par un blasphème. On lui interdit de pleurer, car les larmes sont une faiblesse d'aristocrate. Imaginez ce petit garçon, hagard, vacillant sur ses jambes, coiffé d'un bonnet phrygien rouge trop grand pour lui, forcé de chanter la Carmagnole et la Marseillaise à tue-tête devant des guichetiers hilars. Allons, Capet, chante. Et Capet chante. Il chante la mort de ses propres parents pour éviter les coups. Il insulte la mémoire de son père pour avoir le droit de manger. C'est un lavage de cerveau d'une efficacité redoutable. L'instinct de survie pousse l'enfant à imiter son bourreau. Pour ne plus avoir peur du monstre, il doit devenir le monstre. Mais la déchéance physique ne suffit pas. Il faut corrompre son âme. Les révolutionnaires ont besoin d'une arme pour achever le procès de Marie-Antoinette, qui approche à grands pas. Ils vont utiliser son propre fils. Sous l'emprise de l'alcool, manipulé, terrifié, peut-être drogué, l'enfant signe une déposition ignoble. On lui fait accuser sa mère et sa tante des pires crimes, y compris l'inceste. Ces mots, extorqués à un enfant brisé, serviront à salir la reine avant de lui couper la tête. Sans le comprendre, Louis-Charles devient le complice du matricide. En quelques mois, le petit prince gracieux a disparu. À sa place, il y a un enfant bouffi, grossier, qui rote et insulte les murs. Simon a réussi. Il a prouvé que la royauté n'était pas divine, qu'elle pouvait être souillée, rabaissée au niveau du ruisseau. L'enfant ne prie plus. Il ne demande plus sa mère. Il est devenu une marionnette grotesque de la Révolution. Pourtant, cette torture bruyante, faite de cris et de chants forcés, était peut-être préférable à ce qui allait suivre, car tout a une fin, même l'enfer de Simon. En janvier 1794, la situation politique change. Antoine Simon est révoqué. Il fait ses valises et quitte la tour du Temple. On pourrait croire à une libération, à un espoir de répit pour l'enfant martyr. C'est tout le contraire. La Révolution ne sait plus quoi faire de cet encombrant otage. Il est trop dangereux pour être libéré, trop jeune pour être exécuté, trop coûteux à garder. Alors, l'administration prend une décision administrative, froide et bureaucratique. On ne va plus le rééduquer, on ne va plus le battre, on va simplement l'oublier. Le 19 janvier 1794, la lourde porte de sa chambre se referme sur lui. On installe des verrous supplémentaires, on scelle les fenêtres, on mure l'enfant vivant. Et cette fois, personne n'est prévu pour entrer. Le silence, c'est la première chose qui remplace les cris de Simon. Un silence lourd, épais, minéral. Lorsque la porte se referme ce 19 janvier 1794, Louis-Charles entre dans une dimension où l'humanité n'a plus cours. Il n'est plus un otage politique. Il n'est plus un enfant à rééduquer. Il devient un secret honteux qu'on cache derrière des murs de pierre. Pendant 6 mois, 180 jours interminables, l'héritier du trône de France est littéralement emmuré. Sa cellule devient une boîte noire. Les volets sont cloués, ne laissant filtrer qu'une raie de lumière grise, insuffisante pour lire, à peine suffisante pour distinguer le jour de la nuit. On ne lui parle plus, on ne le bat plus, on l'ignore. La porte principale ne s'ouvre jamais. Sa seule connexion avec le monde des vivants est un guichet, une trappe grillagée percée dans le bas de la porte. C'est par là qu'on lui glisse une cruche d'eau et une gamelle de pitance, comme à une bête fauve qu'on craint d'approcher. Personne n'entre pour nettoyer. Personne n'entre pour vider le seau d'aisance. L'enfant, terrifié par l'obscurité, affaibli par la malnutrition, cesse de se lever. Il reste couché. Les jours passent, les semaines s'accumulent. La cellule se transforme en cloaque. L'air devient irrespirable, saturé par l'odeur de la moisissure, de l'urine et de la pourriture. Dans cette atmosphère pestilentielle, la vie prolifère, mais pas celle de l'enfant.
Les rats s'enhardissent. Les araignées tissent leur toile au-dessus de sa tête. Les puces et les poux colonisent son corps, le dévorant vivant, centimètre par centimètre. L'enfant ne se plaint pas. Il a appris que crier ne sert à rien. Il sombre dans un mutisme absolu, une catatonie protectrice. Son esprit se fracture. Se souvient-il encore de Versailles? Se souvient-il du visage de sa mère? Ou n'y a-t-il plus que la faim, le froid et la peur des rongeurs qui grattent dans la nuit? Il faut attendre la chute de Robespierre, en juillet 1794, pour que le régime change à nouveau. Les nouveaux maîtres de la France, curieux ou inquiets, décident enfin d'inspecter la cellule du petit Capet. Ce qu'ils découvrent lorsque les verrous sautent défie l'imagination. L'odeur est si atroce que les gardes reculent, pris de nausées. Dans la pénombre, sur un lit qui n'a pas été fait depuis 6 mois, ils trouvent une forme recroquevillée. Ce n'est plus un enfant. C'est un squelette aux articulations gonflées, au ventre ballonné, couvert de gales et de crasse. Ses ongles sont devenus des griffes, ses cheveux une masse compacte. Il a 10 ans, mais il ressemble à un vieillard moribond. Il ne parle pas. Il fixe ses visiteurs avec des yeux immenses, vides, effrayants. Il est l'image vivante de la culpabilité d'une nation. On tente de le sauver. On le lave, on l'habille, on l'installe dans une chambre plus claire. Des médecins sont appelés au chevet de l'agonisant. Le docteur Dezeaux, célèbre chirurgien, tente de soigner cette tuberculose osseuse qui le ronge. L'enfant sort peu à peu de son mutisme, mais la flamme est déjà trop faible. Il a été brisé trop profondément. Son corps refuse de lutter. Le printemps 1795 arrive, mais pour Louis-Charles, c'est l'hiver éternel. Il passe ses journées assis près de la fenêtre, regardant le ciel, seul fragment de liberté qui lui reste. Il s'affaiblit de jour en jour. La fièvre le consume. Le 8 juin 1795, l'inévitable se produit. En début d'après-midi, alors qu'un orage d'été menace d'éclater sur Paris, la respiration de l'enfant devient sifflante. Son gardien, un homme nommé Lasne, qui a montré un peu d'humanité dans ses derniers instants, le prend dans ses bras pour le soulager. L'enfant murmure quelques mots. La légende dira qu'il a entendu une musique céleste ou qu'il a vu sa mère l'attendre au pied du lit. La réalité est plus crue, plus triste. Il souffre. Il est seul, sans famille, entouré de geôliers. À 15 heures, le souffle s'arrête. La petite main, déformée par la maladie, retombe, inerte. Louis XVII est mort. Il n'a jamais régné. Il n'a jamais porté la couronne, ni tenu le sceptre. Son trône fut un cachot, son royaume une paillasse infestée de vermine. La Révolution a tué le roi Louis XVI par la guillotine, dans un fracas public et assumé. Mais elle a tué le fils par le silence, l'oubli et la lente putréfaction, dans le secret d'une tour. Le corps de l'enfant est allongé sur le lit. Il paraît minuscule, dérisoire. C'est la fin de l'histoire, pense-t-on. Une tragédie qui s'achève. On va l'enterrer, l'oublier et passer à autre chose. Mais la mort n'est pas une fin au temple. C'est le début d'un nouveau mystère. Car dès que le cœur de l'enfant cesse de battre, une étrange agitation s'empare de la tour. Les médecins arrivent pour l'autopsie. Et parmi eux, le docteur Philippe-Jean Pelletan. Il porte une redingote épaisse, et dans son esprit, un plan audacieux se forme. Il regarde le petit cadavre non pas comme un déchet, mais comme une relique sacrée. Il s'approche de la dépouille avec son scalpel. Il va ouvrir le corps. Et ce qu'il s'apprête à faire, dans le secret de cette chambre mortuaire, va changer le cours de l'histoire pour les 2 siècles à venir. Le 9 juin 1795, la lumière crue du soleil d'été inonde la chambre du 2e étage de la tour du Temple. Mais elle n'éclaire qu'une scène de boucherie clinique. Sur le lit, dépouillé de ses draps, repose le corps chétif de celui qui fut, en théorie, le roi de France. Il n'y a ni encens, ni prêtre,
ni prière. Il n'y a que 4 médecins, convoqués par la Convention pour une tâche administrative, pratiquer l'autopsie et constater officiellement la mort du prisonnier Capet. L'atmosphère est lourde, saturée par la chaleur de juin et l'odeur douceâtre de la décomposition qui a déjà commencé. Parmi les médecins, il y a le docteur Philippe-Jean Pelletan. C'est un homme de science, un chirurgien respecté, mais en cet instant, il est agité par une pensée qui dépasse la médecine. Il sait que ce cadavre n'est pas un cadavre ordinaire. C'est la fin d'une dynastie millénaire. Et il sait que la Révolution, dans sa hâte de tourner la page, va faire disparaître ce corps à jamais. Les scalpels entrent en action. Le bruit du métal fendant la peau résonne dans le silence de la tour. L'examen est minutieux, presque brutal. On ouvre la cage thoracique, on scie le crâne. Ce que les médecins découvrent est le témoignage irréfutable du calvaire subi. Le corps de l'enfant est un catalogue de souffrances, tumeurs, ganglions, os rongés par la tuberculose, maigreur effrayante. C'est la preuve biologique que l'enfant n'est pas mort de mort naturelle, mais d'abandon. On note tout, froidement, sur le papier. Mais alors que ses collègues s'éloignent un instant, peut-être pour se nettoyer les mains ou rédiger une note, Pelletan saisit sa chance. C'est une fraction de seconde, un geste de prestidigitateur accompli dans le ventre ouvert d'un roi mort. D'un coup de bistouri précis, il tranche les vaisseaux qui retiennent le cœur. Il extrait l'organe. Il est petit, atrophié, à l'image de la vie de son propriétaire. Pelletan ne le remet pas dans la cage thoracique. Il ne le déclare pas. Il le glisse furtivement dans un mouchoir de batiste et enfouit le paquet humide et tiède au fond de sa poche. Le vol est commis. Un crime de haute trahison contre la République. Si on le fouille, s'il est découvert, c'est la guillotine assurée. Pelletan continue son travail, le visage impassible, le cœur de Louis XVII battant désormais contre sa propre cuisse, caché dans les plis de sa redingote. Il recoue le torse vide. Il redonne au corps son apparence d'intégrité, alors qu'il vient de le priver de son essence symbolique. Une fois l'autopsie terminée, le corps vidé est enveloppé dans un drap grossier. On ne perd pas de temps. La République ne veut pas de funérailles qui pourraient devenir un point de ralliement pour les royalistes. Le départ est fixé au lendemain, à la tombée de la nuit, pour éviter les curieux. Le 10 juin, vers 8 heures du soir, une petite procession sort du temple. Pas de carrosse noir panaché de plumes, juste une charrette ordinaire. Le cercueil est en bois blanc, bon marché, à peine cloué. L'enfant part pour son dernier voyage, cahotant sur les pavés parisiens, escorté par une troupe de soldats indifférents. La destination est le cimetière Sainte-Marguerite, un petit enclos paroissial saturé de morts. Il n'y a pas de caveau royal, pas de marbre à Saint-Denis pour accueillir le dernier des Bourbons. On a creusé une fosse commune, un trou anonyme dans la terre battue. La scène est lugubre, expéditive. On descend la bière, on jette la terre. Il n'y a pas de croix, pas de nom, pas de marqueur. L'ordre est clair. L'anonymat doit être total. Il faut que l'enfant se fonde dans la masse, qu'il disparaisse dans la géologie de Paris pour que personne ne puisse jamais venir se recueillir sur sa tombe. En quelques minutes, c'est terminé. Les fossoyeurs s'en vont boire, les soldats rentrent à la caserne. Sous la terre fraîche, le corps de l'enfant commence sa fusion avec le néant. Bientôt, on ne saura plus exactement où il est. Les registres seront perdus, la topographie du cimetière changera. Le corps de Louis XVII est effacé de la surface de la terre, mais il reste le cœur. Pendant que le corps pourrit dans l'anonymat de Sainte-Marguerite, le cœur commence une odyssée incroyable. Rentré chez lui, le docteur Pelletan place l'organe dans un vase de cristal rempli d'esprit de vin, de l'alcool éthylique. Il le cache au fond de sa bibliothèque, derrière des livres, comme un secret coupable et sacré. Au fil des années,
l'alcool s'évapore. Le cœur sèche. Il durcit, devient dur comme de la pierre, petit comme une noix. Il cesse d'être un organe pour devenir une relique, un objet mystique chargé d'une histoire trop lourde. Mais ce vol, qui se voulait un acte de préservation, va avoir une conséquence désastreuse que Pelletan n'avait pas prévue. En faisant disparaître le corps dans une fosse commune sans témoin fiable et en gardant le cœur secret, les autorités et le médecin ont laissé une porte ouverte, une porte béante dans laquelle le doute va s'engouffrer, car si le corps est introuvable et si personne n'a vu l'enfant mourir, à part ses geôliers, qui peut prouver que l'enfant enterré à Sainte-Marguerite était bien Louis XVII? La rumeur naît le soir même de l'enterrement. Elle murmure dans les cabarets, elle court dans les salons royalistes. On dit que l'enfant a été exfiltré. On dit que le corps dans la bière était celui d'un autre, un enfant muet, un orphelin sacrifié à la place du roi. On dit que le vrai dauphin est vivant, quelque part, caché, attendant son heure. Le corps a disparu, et avec lui, la certitude. Le terrain est prêt pour l'une des plus grandes impostures de l'histoire. Les fantômes s'apprêtent à sortir de l'ombre. Une tombe sans nom est une porte ouverte sur l'imaginaire. En enfouissant le corps de l'enfant dans l'anonymat d'une fosse commune, la République pensait étouffer le mythe royaliste. Elle n'a fait que l'arroser, car l'esprit humain refuse l'insupportable. Il refuse d'admettre qu'un roi de France, descendant de Louis XIV, puisse mourir de gale et d'oubli dans un trou à rats. C'est une fin trop banale, trop laide pour la légende. Alors, très vite, le peuple réécrit l'histoire. La rumeur, d'abord un murmure, devient une clameur qui traverse l'Europe. Il n'est pas mort, il s'est échappé. C'est le début de la grande fièvre de la survivance. On imagine des scénarios rocambolesques, dignes des romans d'aventure qui fleurissent à cette époque. On raconte qu'un fidèle serviteur a drogué les gardes. On raconte que l'enfant a été caché dans un panier de linge sale ou dissimulé à l'intérieur d'un cheval de bois creux. On dit surtout qu'on a substitué l'enfant. On aurait remplacé le dauphin sain et sauf par un enfant mourant, un orphelin rachitique ou un enfant muet acheté à une famille pauvre. C'est ce faux Louis XVII qui serait mort au Temple, tandis que le vrai courait les routes, libre, caché, attendant son heure pour reconquérir le trône. Cette idée est séduisante, elle est toxique, elle va engendrer une armée de fantômes. Dans les décennies qui suivent la Révolution, une étrange épidémie frappe la France. Partout, des hommes surgissent du néant pour affirmer « Je suis Louis XVII ». Ils sont vagabonds, fous, fils d'artisans ou aventuriers. On en comptera plus de 100. Il y a Hervagot, le tailleur, qui tient court en prison. Il y a Mathurin Bruno, le sabotier, qui harangue les foules. La plupart sont des imposteurs pathétiques, vite démasqués par la police ou enfermés dans des asiles d'aliénés. Mais parmi cette cohorte d'ombre, un homme se détache. Un homme qui va faire trembler l'histoire officielle et diviser les historiens pendant plus d'un siècle. Il apparaît à Paris en 1833, bien après la tempête révolutionnaire. Il s'appelle Karl Wilhelm Naundorff. C'est un horloger prussien, pauvre, usé par la vie. Il parle mal le français, avec un fort accent allemand. À première vue, tout l'accuse d'être un affabulateur de plus. Pourtant, Naundorff est différent. Il possède une assurance terrifiante. Il ne réclame pas la richesse, il réclame son identité. Et surtout, il a des souvenirs. Des souvenirs trop précis, trop intimes pour être inventés. Il décrit des scènes de la vie à Versailles que seuls les intimes de la famille royale pouvaient connaître. Il parle de cachettes secrètes dans les Tuileries, de conversations privées avec Marie-Antoinette. Il porte sur son corps des marques, des cicatrices, des grains de beauté qui correspondent étrangement à ceux notés sur le petit dauphin. Le doute s'installe. Ce n'est plus une farce, c'est une enquête.
Les anciens serviteurs de Versailles, désormais vieux et grisonnants, sont appelés pour le rencontrer. L'instant est dramatique. Ces témoins du passé scrutent le visage de l'horloger, cherchent les traits de l'enfant perdu sous les rides de l'adulte. Et l'impensable se produit. Ils le reconnaissent. L'ancienne gouvernante du dauphin fond en larmes et tombe à genoux devant lui. Elle jure qu'elle a retrouvé son prince. Des officiers, des nobles et même des tribunaux étrangers commencent à croire à l'impossible résurrection. Nandorf n'est pas un fou. Il a le regard bleu acier des Bourbons et la lèvre inférieure dédaigneuse des Habsbourg. Il ne manque qu'une seule validation, la plus importante, celle de sa sœur. Madame Royale, la fille de Louis XVI, a survécu au Temple. Elle est la seule rescapée du massacre. C'est désormais une vieille dame, la duchesse d'Angoulême, une femme dure, hantée par ses cauchemars, qui a verrouillé son cœur à double tour. Nandorf lui écrit. Il l'implore. Il lui donne des détails que seul son frère pouvait connaître. Mais la porte de la duchesse reste close. Elle refuse de le voir. Elle refuse de lire ses lettres. Est-ce parce qu'elle sait qu'il ment? Ou est-ce, plus tragiquement, parce qu'elle a peur qu'il dise la vérité? Peur de devoir admettre qu'elle a abandonné son frère pendant 40 ans. Elle emporte son secret dans la tombe, laissant Nandorf mourir sans nom officiel. Karl Wilhelm Nandorf meurt en 1845, à Delft, aux Pays-Bas. Mais même dans la mort, il défie la logique. Sur sa pierre tombale, les autorités hollandaises gravent, en toute légalité. Ici repose Louis XVII, roi de France. Le mystère devient total. Au début du XXe siècle, la France se retrouve avec 2 tombes pour un seul roi. L'une est une fosse anonyme à Paris, supposée contenir les restes d'un enfant mort en 1795. L'autre est un tombeau officiel en Hollande, contenant le corps d'un horloger mort en 1845. Qui ment? Qui est l'imposteur? L'enfant du cimetière Sainte-Marguerite était-il un substitut? Nandorf était-il le vrai roi spolié? Les livres d'histoire se contredisent. Les clans se forment. C'est une guerre de croyances, d'archives incomplètes et de témoignages flous. La vérité semble perdue à jamais dans le brouillard du temps. Aucune enquête policière classique ne peut résoudre un cold case vieux de 2 siècles. Il faudrait un miracle, ou une technologie que personne au XVIIIe siècle, ni même au XIXe, n'aurait pu imaginer. Il faudrait que les morts parlent. Et étrangement, dans un bocal poussiéreux, oublié sur une étagère, quelque chose attend son heure. Le cœur. Ce petit morceau de chair desséchée, volé par le docteur Pelletan, qui a traversé les guerres, les révolutions et les cambriolages. Il est dur comme de la pierre, noir comme du charbon, mais il contient encore, verrouillé dans ses cellules mortes, le code secret de la vérité. Pendant 2 siècles, la vérité a dormi dans un bocal. L'histoire de ce cœur volé est une odyssée à elle seule, aussi incroyable que tragique. Après la mort du docteur Pelletan, la relique a failli disparaître 10 fois. Elle a été oubliée dans un coin d'armoire, manquant d'être jetée aux ordures. Elle a survécu au pillage de l'archevêché de Paris lors de la Révolution de 1830, sauvée in extremis des débris d'une urne de cristal brisée à coups de sabre. Elle a voyagé de main en main, d'exil en exil, passant des châteaux autrichiens aux demeures des Bourbons d'Espagne, avant de revenir finalement en France, en 1975, pour échouer dans la crypte de la basilique Saint-Denis. Pendant tout ce temps, ce n'était qu'un objet de croyance. Pour les royalistes, c'était le cœur sacré du roi martyr. Pour les républicains et les sceptiques, ce n'était qu'un morceau de chair desséchée, dur comme du bois, noirci par l'alcool et le temps, dont l'origine était impossible à prouver. Nandorf avait ses partisans, la thèse de l'évasion avait ses romanciers. L'histoire était dans une impasse, mais l'an 2000 approche, et avec lui, une lumière nouvelle.
la génétique. Ce que les historiens ne peuvent pas trancher, la biologie moléculaire va le résoudre. Une enquête scientifique sans précédent est lancée. Le but est simple, mais vertigineux. Faire parler ce cœur vieux de 205 ans. 2 laboratoires de renommée mondiale sont saisis. L'un en Belgique, dirigé par le professeur Jean-Jacques Cassiman, l'autre en Allemagne, sous la direction du docteur Ernst Brinkmann. La mission est double pour éviter toute erreur. Les scientifiques ne s'intéressent pas à l'ADN nucléaire, trop dégradé, mais à l'ADN mitochondrial. C'est le fil d'Ariane de la génétique. Il se transmet uniquement par la mère, inchangé, de génération en génération. C'est une signature indélébile. Pour savoir si l'enfant du temple était bien Louis XVII, il faut comparer le code génétique du cœur avec celui de sa mère, Marie-Antoinette. Le destin, parfois ironique, a bien fait les choses. Si le corps de la reine a été jeté dans la chaux vive, elle avait laissé derrière elle des mèches de cheveux, conservées pieusement dans des médaillons par sa famille. On prélève aussi de l'ADN sur 2 de ses sœurs vivantes et sur des descendants actuels de la lignée des Habsbourg. Le piège se referme sur le mystère. Dans les laboratoires aseptisés, sous la lumière froide des microscopes, on perce l'enveloppe dure du cœur. On extrait quelques milligrammes de poussière biologique. C'est un moment de tension extrême. Si l'ADN ne correspond pas, alors l'enfant du temple était un substitut, et Louis XVII s'est peut-être échappé. Si l'ADN correspond, la légende s'effondre. Le 19 avril 2000, le verdict tombe. Il est cinglant, mathématique, indiscutable. Les séquences d'ADN sont identiques. Le profil génétique du cœur est le même que celui de Marie-Antoinette, le même que celui de sa grand-mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Il n'y a pas eu d'évasion. Il n'y a pas eu de substitution. Il n'y a pas eu de cheval de Troie, ni de panier de linge sale. L'enfant qui est mort le 8 juin 1795 dans la puanteur de la tour du Temple était bien Louis-Charles, duc de Normandie, dauphin de France. Les prétentions de Nondorf et des 100 autres faux dauphins sont balayées par la science. Leurs souvenirs n'étaient que des mensonges ou des délires. Leurs tombes sont celles d'imposteurs. La réalité est bien plus simple et bien plus atroce que la fiction. La France a bel et bien laissé mourir son roi de 10 ans, seul, dans le noir. La fin de l'enquête ouvre la voie à la dernière étape du voyage. Le deuil peut enfin commencer. Le 8 juin 2004, 209 ans, jour pour jour après sa mort, Louis XVII reçoit enfin ses funérailles. Ce n'est pas un enterrement ordinaire. C'est une cérémonie chargée d'une émotion lourde qui dépasse les clivages politiques. La basilique Saint-Denis, nécropole des rois de France, est pleine à craquer. La noblesse d'Europe côtoie les représentants de la République. Au son du requiem de Mozart, un jeune prince de la famille de Bourbon porte le reliquaire. À l'intérieur, le petit cœur momifié repose dans un vase de cristal. Il est minuscule sous les voûtes immenses de la cathédrale gothique. On ne l'enterre pas. On le place dans la crypte royale, dans une niche spéciale, juste à côté de ses parents, Louis XVI et Marie-Antoinette. La famille est réunie dans la mort, ce qu'elle n'a jamais pu être dans les dernières années de sa vie. Le mystère est résolu, mais le malaise persiste. Car en refermant ce dossier, nous sommes forcés de regarder l'histoire en face. L'affaire Louis XVII n'est pas une histoire de trône, de couronne ou de politique. C'est l'histoire d'un enfant innocent, broyé par la mécanique aveugle d'une révolution. Il a payé pour les fautes de ses pères, pour l'excès de Versailles, pour la colère d'un peuple. Il a été le bouc émissaire d'une nation en train d'accoucher d'elle-même dans la douleur. Aujourd'hui, si vous descendez dans la crypte de Saint-Denis, vous pouvez voir ce vase. Il contient ce qu'il reste du « roi sans lendemain ». Ce petit morceau de chair séchée est le témoin silencieux de la folie des hommes. Il nous rappelle que l'histoire, avec un grand H, s'écrit souvent avec le sang des innocents.
Louis-Charles est mort, mais son cœur, lui, a traversé le temps pour nous livrer cette ultime vérité. Et dans le silence de la crypte, on croit parfois entendre l'écho d'un rire d'enfant, celui du petit « chou d'amour », courant pour l'éternité dans les jardins disparus de son enfance.